Donc aujourd'hui, pendant un petit moment, rendons la parole aux habitants, rendons-la une fois, mais soyons sûrs que nous voudrons, je pense, quel que soit le succès de cette journée, pour moi c'est déjà un succès que vous soyez tous là et qu'elle ait été organisée. Je suis Bernard Moreau, je suis architecte urbaniste, j'habite à Perpignan, j'ai longtemps place Fontaine-Neuve, maintenant à Saint-Mathieu. Donc je vais essayer de vous parler un peu de choses qui sont plutôt générales et de comment, dans un premier temps, la ville sur Perpignan, mais c'est pas simplement le cas de Perpignan, on en est arrivé à cette solution de désertification du centre. Alors d'abord, la ville, c'est quand même l'artefact humain le plus sophistiqué qu'on ait jamais inventé, puisqu'il regroupe beaucoup de technicité. C'est à la fois un objet social, technique, artistique, culturel. Il est toujours, enfin la ville, c'est aussi une représentation de la société qui l'a créée, avec toutes les contraintes auxquelles cette société doit faire face, qu'elles soient géographiques, sociologiques, économiques, culturelles et autres. Et le déplacement devenant aussi une fonction en soi. Puisque avant on se déplaçait ou à pied ou en transport en commun, le déplacement à pied permet de rencontrer des gens, permet de faire, j'allais presque dire deux choses en même temps. Puisque en allant d'un point X à un point Y, on passe devant des magasins, on achète le pain, on rencontre des gens avec qui on peut discuter. La séparation des fonctions, y compris celle du transport. Aussi la dégradation des centres-villes et la possibilité d'aller à l'extérieur a commencé à développer ce mouvement migratoire vers l'extérieur, des gens qui en fait préféraient, on peut le comprendre, quitter des logements qui étaient en mauvais état, qui n'avaient pas forcément ni de sanitaire ni d'eau courante, vers des maisons neuves en périphérie, parfois en étant passés par l'étape intermédiaire des logements neufs qui étaient construits dans les zones urbanisées prioritaires, les grands ensembles, qui au départ étaient quand même une réussite par rapport à la nécessité de compenser un manque de logements. Le problème, c'est que ce modèle-là a pris des dimensions qui sont devenues incontrôlables, puisque derrière, il y a quand même aussi des gros intérêts économiques, que cette logique-là, elle n'est pas non plus universelle, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui se sont étendus mais qui ont gardé des centres-villes dynamiques parce qu'à un moment donné, ils ont eu la volonté. C'est même pas une question de savoir, c'est une question de volonté, puisque le savoir, on l'a, on sait comment il se faire. Le problème, c'est après, c'est la volonté de le faire. Ça a permis de donner du travail à des gens, donc d'avoir un meilleur niveau de vie, mais en même temps, en contrepartie, ces fabricants de voitures, à un moment donné, ils pèsent un certain poids et à un moment donné, ils auront la possibilité de dire nous, on souhaite continuer à fabriquer, donc à être économiquement viable, donc faites-nous une ville qui puisse nous permettre de circuler en voiture. Les pays qui ne fabriquent pas de voitures n'ont absolument pas d'arrière-pensée sur la nécessité de dire la voiture on s'en fout, on va en restreindre l'usage, on va en restreindre éventuellement la possession ou l'acquisition. Il y a des pays, entre autres la Norvège, où vous achetez une voiture, vous payez des taxes monstrueuses. Après, la grande distribution qui aussi, au moment de cette urbanisation en nappe des années 50-60, a commencé à se positionner sur des emplacements urbains privilégiés, en général des carrefours. À côté d'une galerie Lafayette, vous avez des boutiques qui sont un peu atypiques, qu'on ne trouve plus ici, qu'on trouve moins ici, puisqu'on a aussi une logique de franchise qui s'est mise en place. Enfin, tout un tissu qui fait qu'à un moment donné, on leur laisse la place en leur disant c'est nécessaire, c'est comme ça qu'on va se développer économiquement et qu'on est dans un phénomène de croissance. Voilà. Et du coup, arriver à avoir un autre mode de fonctionnement qui va faire qu'on va être dans du circuit court, de réduire du coup les allers-retours ou de en diminuer les distances, c'est possible. Voilà. Alors on va donner tout de suite la parole à David Franche-Post, qui est restaurateur et citoyen, et ensuite on ouvrira peut-être le débat sur ces premières prises de parole. Bonjour, donc en fait moi je suis venu surtout pour j'habite à Saint-Jacques,
J'ai ouvert le restaurant ici sur la place Rigaud, rue du Théâtre, il y a 5 ans. Et j'ai remarqué depuis toutes ces années que le commerce se porte bien, on va dire, de Cassagne à chez nous dans nos quartiers populaires. On n'a pas les mêmes problèmes que en centre-ville. Et le souci souvent, c'est quand on s'installe dans des quartiers comme Saint-Jacques, en tout cas, avec les banques, on a un gros problème, c'est qu'ils ne nous prennent pas au sérieux. Alors en centre-ville, ils vont prêter des millions à des gens et 3 mois après, les boutiques sont fermées. Et nous, on n'a pas le droit de nous découvert, on n'a aucun crédit. Et je pense que Saint-Jacques, ici, on fait partie des seuls endroits où il n'y a aucun dépôt de bilan. Donc tout est compliqué pour nous en centre-ville parce que les gens se plaignent, parce qu'il y a de quoi se plaindre, tout ferme, je suis d'accord. Mais nous, quand on est placé entre Place Rigaud et Saint-Jacques, en fait, on a tout le temps quand même du monde, on a une vraie vie citoyenne, c'est un vrai village et tout. Il y a quelque chose qui est bizarre, c'est qu'un commerçant du centre-ville, en fait, ne se déplace pas jusqu'à ici, et puis beaucoup de gens de Perpignan ne viennent pas chez nous, alors que ça se passe très bien, on n'a pas trop de problèmes. Et en fait, ce qui est compliqué et complexe, c'est que moi je positive beaucoup entre mon quartier, c'est rigolo, mais entre Saint-Jacques et ici, on a beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses en tout cas. Et j'ai vraiment l'impression de faire partie d'une autre ville que Perpignan quand je suis à Saint-Jacques ou ici. Et souvent, quand j'ai ouvert le restaurant il y a 5 ans, je suis même rentré à 1h, 2h du matin. Je suis rentré, j'ai jamais eu de problème, d'agression, tout ça, etc. Mais j'ai vraiment l'impression d'être dans une ville à part quand on habite Saint-Jacques. Et je suis là surtout pour dénoncer, en fait, au niveau des banques. Donc j'insiste beaucoup, c'est qu'aucun porteur de projet ici n'est suivi par les banques. J'ai plein de gens qui ont voulu prendre des locaux commerciaux ici, on leur dit oui. Et une fois qu'il y a l'adresse, etc., on nous dit non. Et vous faites 100 mètres plus loin, on dirait ici une autre ville, et ils ont tous plein de prêts, plein d'argent. Des noms, bon, moi je suis au CIC, hein, j'ai pas caché, ils le savent de ce que je pense d'eux. Mais Banque Populaire, Crédit Agricole, etc., si vous habitez Saint-Jacques, vous êtes commerçant ici, c'est compliqué. Donc nous, on voudrait faire des choses, mais on n'est pas beaucoup suivi. Et la seule chose qu'on peut changer dans une ville, donc à Perpignan, je vis ici, c'est par des mouvements citoyens. C'est faire vivre sa ville, je pense que c'est que par des vrais mouvements citoyens et rien d'autre en fait. Même si je respecte beaucoup les politiques en général, quelles qu'elles soient, c'est que je pense que l'avenir, en tout cas pour tout le monde, l'avenir c'est associatif, c'est les gens qui doivent faire les choses, c'est les gens qui doivent bouger. Et donc pour moi c'est un faux problème qu'il n'y ait pas de commerçants à cause du parking. Parce que toutes les villes, tu peux marcher. Ici, on a des places à Jeanne Hachette, on s'est beaucoup battu pour avoir des places, et il y en aura d'autres. Et c'est grâce aussi à c'est grâce aux citoyens qu'on a des places de parking à Jeanne Hachette. Sinon, personne n'aurait pensé aux places de parking là-bas. Ça aurait été un projet complètement différent. Et je sais qu'il y a d'autres places qui se font, mais venir en centre-ville, c'est pas une histoire de parking, c'est pas une histoire de prix de parking. Et moi, je suis vraiment contre ce côté... tout le temps, les gens sont négatifs par rapport au prix du parking. Et franchement, mettre 2 € quand tu as une bagnole, mettre 2 €, 3 € dans un parking, quand tu as des magasins en centre-ville qui te vendent des t-shirts à 90 €, je pense que c'est surtout les boutiques qui ne sont pas faites pour la population de Perpignan. Et quand tu vas en ville, par exemple, moi j'ai 42 piges, à part Célio peut-être pour trouver des t-shirts, sinon c'est plus ça va, le peu de magasins qu'il y a, c'est des magasins de luxe. Je crois qu'il ne faut pas avoir honte de dire qu'on est dans le sud, qu'on a tous des petits salaires parce qu'on n'a pas des salaires parisiens. Et je pense que pour aussi que le commerce aille bien, c'est peut-être que certains porteurs de projets disent notre clientèle, on n'est pas des pauvres, on n'est pas des pauvrettes comme on dit, mais on a besoin de s'acheter des t-shirts, des pantalons, des jupes avec les moyens qu'on a. Et donc je pense qu'en centre-ville aussi, il n'y a pas de magasins aussi faits par rapport à la population et par rapport aux envies. Je suis venu pour vous dire surtout un message un peu positif qui a moyen, mais c'est grâce, si j'ai réussi à mon restaurant en fait, c'est grâce à mon quartier Saint-Jacques et Saint-Mathieu. C'est un quartier populaire et mon restaurant en fait il n'aurait pas été vivant comme il est si je ne serais pas installé ici. J'aurais été installé dans le centre-ville, je suis sûr que j'aurais eu personne. Voilà, donc le côté positif c'est qu'on a un quartier qui est superbe, je suis venu le dire, et qu'il ne faut pas hésiter à faire des projets chez nous. Et après le centre-ville, je connais pas assez l'histoire, en tout cas je suis là pour dénoncer, en tout cas, hormis certaines personnes qui peuvent penser la mairie avant tout, moi je suis là pour dénoncer que les banques c'est tous des pourris. Et à Perpignan, comme peut-être en France, mais à Perpignan, on est dans une situation peut-être sociale où les banques ils nous suivent encore peut-être moins qu'ailleurs.
parce que je suis sûr que je m'installe dans certains quartiers, à Montpellier ou à Toulouse pour un restaurant, j'aurais eu un prêt. Ici, j'ai eu aucun prêt et je tiens vraiment à dire que je ne suis pas le seul. Et comme tu habites à Saint-Jacques, Saint-Mathieu, personne ne te suit. Donc je pense que politiquement, les gens aussi devraient choper un peu tous les directeurs de banque et faire quelque chose, parce qu'au bout d'un moment, on va tous mourir. Voilà. Merci à David, merci à Bernard pour leurs expositions. La dame va pouvoir parler si elle ne s'en va pas avant. Si elle s'en va, on l'écoutera une autre fois, c'est pas grave. Voilà, on a vu la logique des intérêts à un niveau très large, je crois, mais très déterminant. On a vu, je crois aussi avec David, quelque chose d'important qui est peut-être qu'il serait temps. À Marseille, ils font la même erreur, à mon avis, de ressembler un peu à ce qu'on est et pas à ce qu'on voudrait être parfois, avec des ponts et des bâtiments qui... Bon. Eh bien, je voulais dire que aussi centre-ville, le monsieur ne connaît pas, moi j'y vais souvent parce que j'habite la rue Petite-Laréal, là. Je vais souvent centre-ville et c'est en train de gangréner le centre-ville aussi. Il y a des rues. Bientôt, quand ils vont avoir des problèmes centre-ville, peut-être que ce sera trop tard pour se réveiller. Je me suis rendu compte que rue de l'Ange, quand même, parce que j'y ai travaillé pendant 6 ans. Alors d'un côté, bon, vous comprenez, il faut de tout pour faire remonter. Il y avait Harmonia Mundi, ça a fermé. Oh, je dis le jour où Harmonia Mundi va fermer, ça va marquer mal, comme on dit en catalan. Ça marque mal. Puis j'ai vu d'autres magasins qui fermaient aussi. Et la rue des Augustins, il y a un moment, il y avait la librairie Lebrun, et il y avait des trucs. Alors là, c'est que des gens qui sont en état de survie. Et c'est pas des choses pour dire de faire un commerce qui va les faire vivre même à eux. Comme je dis, c'est des hangars Carrefour, tout ça, c'est des hangars. Et puis, nous, on n'a pas été vigilants. On a laissé tout ça s'installer. Et, je sais pas, dans 10-15 ans, si on ne bouge pas. Heureusement, ils ont fait l'université ici, à côté de la bibliothèque. Ça, vraiment, je ne sais pas qui a eu ça, mais c'est vraiment une idée de génie. De remettre le droit au quartier gitan. C'est pas mal du tout. Ils restaurent les maisons qui sont en face. Ils ont repeint la bibliothèque, parce que la bibliothèque, c'était une honte. Une architecture qui est relativement jeune. Hein. Oh, comment ça s'est dégradé? Les carreaux, moi j'allais à la bibliothèque, j'allais plus parce que les carreaux étaient tellement sales. Quand j'ai commencé dans les années 90, il y avait des éducateurs de rue dans Saint-Mathieu. Il y avait, je me rappelle, les enfants du lutte qui venaient faire jouer les enfants sur la place, je crois que c'est la place des Templiers, là où on voyait vraiment ces éducateurs venir. Il y avait une police de proximité qui était au coin de la rue de la Lanterne et de la rue du cimetière Saint-Mathieu. Et puis ça a fermé. Le quartier est déserté. Après, les services sociaux aussi. Il y a un turnover des assistantes sociales. Je ne sais même plus qui est l'assistante sociale du quartier. Il y a un turnover. Soit elles sont passées, soit c'est tellement dur qu'elles ne restent pas. Donc, il n'y a pas de suivi. Et ça, c'est problématique. Et après, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, on a fait tomber des immeubles. Derrière l'église Saint-Mathieu, c'est très joli, on voit toutes les briques, c'est joli. Mais on a mis un pavement, on a mis des arbres, des orangers, on n'a pas mis de bancs. Il y a plein de gens qui sont venus s'installer, des jeunes couples, que j'ai vu partir parce qu'ils voulaient autre chose pour leurs enfants qui sortaient de chez eux. Après, on peut parler des odeurs, on peut parler de tout ça. Il faut lever la tête et ça tombe tout seul. Moi, je trouve que la politique aussi des transports est à améliorer. Améliorer sur deux points, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce monsieur quand il dit que les parkings ne sont pas chers. Ils sont horriblement chers à Perpignan. Le parking République, c'est pas 2 €, c'est 4 € minimum. Alors on peut effectivement, il y a des dispositions qui font que vous pouvez demander aux commerçants de participer à une certaine hauteur, mais il faut le demander, ils ne vous le donnent pas spontanément. Et en plus, bon, ça vous fait quand même toujours 2 €. Donc, qui vient acheter au marché en centre-ville, ben, il est déjà taxé par rapport à... Il est obligé de se déplacer déjà en voiture parce que l'accès automobile n'est pas génial. Et ensuite, bon, il est obligé de payer. Le petit bus, moi je trouve que c'est une excellente chose. Le petit bus pour le centre-ville, en plus, vous avez des gens qui se parlent, qui se disent bonjour. Il y a une civilité dans le petit bus que je ne trouve dans aucun autre moyen de transport.
Et donc, il faudrait des cadences plus importantes et il faudrait qu'il y ait un véritable maillage du centre-ville parce que ça passe facilement, ça ne crée pas des embouteillages et ça fluidifie en quelque sorte, le trafic et la circulation des gens. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire rapidement. C'est parce que tous les mois de janvier, la Banque de France publie tous les mois. Tous les mois. Ils ont des comptes annuels en général. Donc là, en janvier, sur l'épargne non financière, donc des dépôts, des particuliers sur le département, on est à 6,5 milliards juste de dépôts, en augmentation de près de 15%, de plus de 15% par rapport à 2015-2016. À ça, on doit rajouter les déplacements financiers, toutes les formes d'épargne et ainsi de suite. Là, on est peut-être même au-delà des 9 milliards, on n'a pas les... Faudrait voir. Et là-dessus, il faut aussi rajouter l'épargne des entreprises, vu qu'on a de nombreuses entreprises, parce qu'on a un tissu de quelques grosses entreprises qui ont aussi de l'épargne. Et cet argent, globalement, n'est pas investi dans le département. Il faut bien se rendre compte que l'épargne des habitants des Pyrénées-Orientales sort de l'économie locale. Généralement, c'est placé... Sans micro, les compteurs Linky, ils ont fait des bêtises. On va savoir que franchement, les habitants, c'est la partie. Continue, fini. Ouais, mais c'est pas le même débat. Ça fait partie des débats de rue. Ouais, le Linky, à titre d'information, c'est 4 milliards sur toute la France. On a des comptes, de l'argent, il y en a, on le sait, des comptes, et c'est bien de le dire, des comptes à demander aux banques, c'est important aussi, et que les citoyens s'en saisissent. Et je voudrais rajouter qu'on parlait de rénovation urbaine, mais là aussi, il y a de l'argent quand même qui est donné, par l'État notamment, parce que c'est vrai qu'on associe rénovation urbaine avec la mairie, c'est vrai que c'est elle qui va être maître d'œuvre, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui est donné, peut-être pas suffisamment, parce que je pense qu'effectivement, il faudrait beaucoup, des sommes colossales pour répondre à tous les besoins que vous disiez, les besoins en termes de rénovation, en termes de services publics, en termes de cohésion sociale, etc. Il y a plein de choses à construire, c'est certain. Mais il y a d'ores et déjà de l'argent qui est donné pour la rénovation urbaine. Et moi, ce que je trouve, je ne suis pas la seule d'ailleurs, c'est que les citoyens sont complètement, ou très peu associés à la construction et à l'organisation de cette rénovation urbaine. J'en parle devant une présidente, je crois, du conseil citoyen, qui est responsable, responsable, je ne sais pas comment, participante d'un conseil citoyen, où, d'après les informations que j'en ai, il y a peu de citoyens investis. C'est pas un fonctionnement d'une démocratie de proximité telle qu'on la souhaiterait. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à... Avant, Hélène a évoqué qu'il y avait un conseil citoyen sur le centre ancien notamment. Donc c'était juste pour en dire un mot. Les conseils citoyens, c'est des structures indépendantes mais qui ont été mises en place dans le cadre de la loi de rénovation de la politique de la ville, de la loi du dernière séquence gouvernementale, et qui avait pour but justement d'associer les citoyens à toutes ces réflexions sur la rénovation urbaine. Donc il y a 9 quartiers prioritaires à Perpignan, il y a donc 9 conseils citoyens qui ont été, dont les membres ont été soit des candidats, soit théoriquement des gens qui ont été tirés au sort pour essayer d'avoir un peu plus de diversité. Pour ce que j'en sais, aucune des personnes qui avaient été tirées au sort n'a voulu vraiment participer. Alors, on est notamment, les conseils citoyens sont présents au comité de pilotage qui va être chargé de voter le projet de rénovation urbaine, au même titre que l'État, les collectivités, la CAF et compagnie. La problématique, c'est de justement créer ce genre de rendez-vous citoyens. Quand on est un petit groupe assez divers, il y avait quand même pas mal de gens des associations, et de se mobiliser, de s'organiser pour rencontrer les habitants et recueillir leurs paroles. Donc je pense que la problématique, effectivement, c'est de savoir comment faire, c'est d'être assez dispo pour réussir déjà à se réunir à quelques-uns. Donc
Et puis, le principe était qu'il ne fallait pas que ça soit une énième association chapeautée par la collectivité. Donc effectivement, on est complètement indépendant, personne de la mairie ne vient à nos réunions. Par contre, n'a pas été prévu un accompagnement un peu facilitant pour que ce collectif d'habitants ait quand même des moyens. Alors on peut demander de l'argent, des subventions, mais encore faut-il avoir la mécanique et la méthode pour mettre en place des choses participatives. Il y a des gens qui veulent y venir. Et puis si on veut un centre-ville vivant et que ce soit le cœur de ville, il faut que les gens bien sûr puissent venir en ville, le faire vivre et profiter de ce patrimoine. Pour ceux qui y vivent, je dirais que la marche et le vélo sont tout à fait envisageables vu les distances. Tu avais fait un petit exercice, Bernard, à l'atelier d'urbanisme. Il y a une ville en Espagne qui a fait ça, qui a fait une carte piétonne. C'est comme une carte de réseau de bus, c'est assez simplifié. Il dit de là à là, vous mettez 5 minutes. Avant que 5 minutes, eh bien oui, que 5 minutes pour aller de là à là. Donc on peut déjà, dans une ville où on a l'habitude de prendre assez souvent sa voiture, comme ailleurs, peut-être un peu plus, c'est toute cette politique de mobilité qui va avec la politique urbaine, qui doit être pensée pour offrir une alternative aux voitures et pouvoir après se balader, puisque effectivement, Perpignan est un village, mais on est assez souvent emmerdé, disons-le. Mais le piéton et le vélo sont prioritaires et les automobilistes sont hyper respectueux de cette priorité. Voilà. Donc malheureusement ici, quand le vélo et le piéton sont prioritaires, les automobilistes ne sont pas très respectueux, donc on en arrive à mettre des bornes. Ce projet politique qu'il faudrait avoir pour Perpignan, global, pas seulement le centre-ville, parce qu'on ne réglera pas le problème de toute la nuisance sur tous les boulevards et autour, mais de tout traiter de front et de façon cohérente. Ils ont aussi enlevé les accroches au vélo. On en avait beaucoup abandonné, ils en ont énormément enlevé et les ont mis regroupés qu'à certains endroits. Centre-ville, il n'y a pas de quoi accrocher ces vélos. On ne sait pas par exemple que les deux parkings en régie de Perpignan, qui sont celui d'Arago et celui de Saint-Martin qui viennent de récupérer à côté du conservatoire, on peut accrocher son vélo dedans, dans un espace terminé, et à la dalle Arago, on peut louer des vélos, courte, moyenne et longue durée. Et bien, personne ne le sait parce qu'ils ne font aucune pub. Là, typiquement, quand vous demandez au directeur de la mobilité, il dit qui est de la mairie, qui est président de la régie, de parking, il dit si, et je l'ai dit à mes gars, ben oui, maintenant on y va, c'est non. Donc voilà, il y a ce type de dysfonctionnement. Le BIP a été une opération de com de l'élection municipale de 2007 ou 2008 où Jean-Paul Alduy a voulu montrer qu'il y avait des choses pour cette mobilité-là. Donc le BIP, ils se sont dit, comme les autres villes, c'est un truc qui ne coûte rien, c'est De Gaulle qui le fait dans le cadre du marché publicitaire sur les abribus. Donc c'est tout bénef et on va vers la modernité. Sauf que si vous voyez les stations, elles sont implantées dans le centre-ville. On n'a pas besoin d'un vélo pour aller de la place République au Palais des Congrès. Non, mais voilà. Tu peux pas faire des juste oui, non, mais ils ont mal dimensionné le service. Un service de ce type-là nécessite justement de donner, d'implanter dans les différents quartiers pour que les quartiers, les gens relient un quartier à un autre. Voilà, je vous rejoins totalement. Donc nous, on a toujours été contre enfin, quand ils ont dit on va faire ça, on a dit ça sert à rien. Il vaut bien mieux des arceaux. Et surtout, l'autre problème, c'est que pour faire, maintenant on a la passerelle, mais pour faire Bavernais centre-ville, il faut aussi un réseau structurant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre seulement des vélos à disposition, il faut aussi que les gens soient assez en sécurité pour faire ce trajet-là, qu'il se soit avec leur vélo perso ou qu'il soit avec le BIP. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir du BIP, il faut aussi qu'il y ait pas forcément des pistes cyclables à des millions d'euros, mais des trajets continus, sécurisés, visibles, qui fassent qu'on puisse relier un quartier à un autre.
sur le positif. Moi j'aime le centre-ville, ça a été un choix de vivre en centre-ville. J'ai des amis qui en sont partis, parce que pour eux, arriver avec une famille et des enfants dans certains quartiers, donc on reprend toujours de Saint-Mathieu, de la Réal, pour certains qui sont encore là, ou d'autres quartiers, ils ont fini par en partir malgré l'attachement qu'ils avaient à la ville. D'autres que je connais souhaitaient vivre en centre-ville, rêver d'un appartement en centre-ville, mais souhaitaient le soir à partir de 20h qu'il n'y ait aucun bruit. Donc ça c'est très antinomique pour certains habitants, c'est toujours des discours qui m'étonnent. Et ce qui me fait tilt, notamment dans mon quartier, c'est le vide. On a énormément de logements vides, d'immeubles vides, qui se délabrent terriblement. Bon, moi je suis du coup touchée parce que je suis encaissée dans un immeuble qui peut-être des immeubles qui ont des propriétaires privés, alors que ce soit des promoteurs immobiliers qui ont je ne sais pas combien de biens, ou un propriétaire. Il y en a qui sont en difficulté propriétaires pour des logements, on est d'accord. Moi ma question aussi c'est quelle politique mener ou comment faire bouger les choses, parce que je pense que ça fait des années que c'est comme ça. Déjà pour limiter les marchands de sommeil, parce qu'on en revient là. Et aussi ces immeubles sur lesquels il n'y a pas de travaux, qui ne sont pas rénovés, sur lesquels il y a des arrêtés de péril de temps en temps, dont un toit qui s'est effondré il y a pas si longtemps, il y a eu un mort sur un autre toit, et des immeubles qui finissent complètement murés, donc on a une espèce de blocos comme ça, parce qu'il y a des squats, voilà. Voilà, moi c'est quand même quelque chose dans la vie qui me dérange, dans ces quartiers, dans d'autres zones de la ville. Et je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il est possible de faire pour ça, qui il faut contacter, et comment remplir ces vides avec de la mixité, on en revient toujours pareil, pour permettre à des jeunes propriétaires comme moi, avec des salaires moyens, d'avoir accès à des logements où le foncier ne nous écrase pas, parce qu'il est écrasant dans certains endroits, notamment Saint-Mathieu. Permettre à des gens d'être en location dans des endroits où voilà, ils seront mêlés à d'autres personnes. Ce ne sont que des réflexions, c'est même pas un débat, mais j'ouvre ça, alors je ne sais pas s'il y a des spécialistes de Yoruba ou s'il y a des gens pour répondre. Les gens qui disent du bien, qui s'apprécient, qui se rencontrent, qui ont envie de partager et d'échanger. Et je crois que toutes ces normes, ces choses qui nous échappent un peu, entre citoyens, entre habitants à Perpignan, c'est une petite ville qui a énormément de richesses. Je trouve qu'on peut tout à fait être capable aussi de montrer l'exemple et d'accepter de l'autre quelques défaillances. Mais pour ça, il faut mettre des moyens. Les poubelles, c'est pas des gros moyens. Réhabiliter les immeubles, c'en est d'autres. Il faut quand même que, je ne sais pas si c'est la mairie ou plus haut fasse quelque chose pour ça. Il va y avoir des accidents. On a vu à Londres, hein. Ça existe. Enfin, moi, j'ai peur d'un accident dans ces quartiers-là parce que c'est déjà arrivé. Voilà, merci. D'après ce que j'ai pu constater, en tout cas à Vernay, les ATI font un travail formidable. Les gamins sont tout contents de ramasser des ordures, hein, et je vous assure qu'ils sont enthousiastes. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils quittent l'école primaire, je ne sais pas. Alors, mais on ne peut pas dire non plus, il n'y a pas d'éducation. À l'école, ça se fait, les ATI sont bien coopérants. Dans les rues, comment à l'école, les éducateurs de rue qui avaient. Ah oui, alors après ils sont peut-être laissés. Ils sont peut-être laissés à eux-mêmes. Sans doute qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Il y a plus d'éducateurs de rue, effectivement. Depuis, on s'est bien dit, on ne va pas le nommer. Bon, tout le monde est au courant. Donc, voilà, je ne sais pas. Je veux dire, les enfants, ils sont là et le travail se fait pas. Au niveau des enfants. La difficulté, c'est que ce sont des choses qui vont se faire dans la durée. Parce que ce que je vous expliquais tout à l'heure en première intervention, c'est qu'on en est arrivé à ce point-là, mais on en est arrivé à ce point-là en 50 ou 60 ans. Et qu'en fait, c'est pas en 10 ans qu'on va verser la vapeur, c'est en 50 ou 60 ans. Et que la difficulté aujourd'hui, c'est que les élus sont dans des stratégies de court terme. Et que la ville, elle a besoin de stratégies à long terme. Et que, en effet, c'est plus aux citoyens qui lui habite là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et lui est là dans la durée, à un moment donné, mettre la pression sur les élus pour arriver à faire. Alors vous me direz ici, les élus ils sont là depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, donc ça peut permettre de se poser des questions sur la réelle volonté politique. Ouais. Mais les outils existent, par exemple, les élus ont parfaitement la possibilité d'exonérer
de la taxe foncière partiellement ou totalement des secteurs particuliers, de dire ben voilà, je veux permettre au quartier Saint-Mathieu de revivre, ce qui est d'ailleurs un peu le discours de dire ben on veut attirer des populations plus jeunes, des primo-accédants, ainsi de suite. Dans les outils, il y a, ben, on peut dire pendant 25 ans, les gens qui vont acheter un immeuble, qui vont le retaper, on les exonère de taxe foncière, exactement comme on a fait pour ceux qui sont allés construire en pavillonnaire, en périphérie à l'époque, où on souhaitait développer ce système-là. Donc les outils existent. On peut contraindre les propriétaires de logements qui à un moment donné achètent des logements pour les découper en petits morceaux. Dans le PLU, on peut dire ben, dans telle zone, il est interdit de faire des logements de moins de 60 mètres carrés. Tous les outils existent. Ce qu'il faut, c'est simplement les mettre en œuvre avec une politique cohérente et globale, parce que si on commence à dire bah, tiens, je vais faire ça, et puis 5 ans après, je vais faire autre chose, et puis 5 ans après, je vais encore faire autre chose, ça ne marchera pas. Je veux dire, la ville a eu à un moment donné une politique d'acquisition d'immeubles dans Saint-Jacques, dans Saint-Mathieu, dans la Réal, au fur et à mesure ils en achetaient un à droite, un à gauche. Mais pareil, au départ peut-être avec une certaine idée, mais au tour d'après, ben, ils ont changé d'avis et ils ont commencé à en vendre, et puis ils en ont encore racheté. Et tout ça se fait. Alors, les possibilités existent, mais elles ont été soit gâchées à un moment donné parce qu'il n'y a pas eu de plan d'ensemble. Et alors après, par contre, en effet, ben, quand ça commence à virer mal, il faut être éventuellement encore plus structuré, mais il faut avoir aussi un plan dans la durée en se disant ben, on va s'en tenir là et on va avancer. Mais les outils, ils existent. Ça, c'est clair. Après, on reste quand même dans un système où la propriété privée reste la clé et qu'un propriétaire qui achète un immeuble, ben, il a un permis. Son permis, il doit faire les travaux dans les 3 ans qui suivent le permis. S'il ne les fait pas, il doit déposer un permis. Enfin, il n'y a pas de contraintes particulières qui vont obliger les gens à faire. Après, il y a des contraintes à ce moment où les logements sont occupés et qui sont ou insalubres ou en péril, où à ce moment-là, la force publique a une possibilité de faire. Ce qu'elle n'a pas fait non plus pendant des années, parce qu'à un moment donné, si on appliquait les règlements d'insalubrité, ben le peu qui est occupé du centre-ville, je pense qu'il finirait d'être vidé, parce qu'on est dans des conditions qui sont un peu limites. Voilà. Mais c'est parce qu'on a laissé faire. Et les outils existent, ils existent aussi bien en préalable pour comprendre comment la ville s'est vidée que pour la remplir. Je voulais préciser sur le fait que la ville est vide et je n'ai plus exactement en tête les chiffres de tous les quartiers, mais je sais pas, ça doit être 20% en moyenne sur le centre ancien, des logements qui sont vides et jusqu'à 30 ou 40% à Saint-Jacques. Donc exactement la réelle, je ne me souviens plus, mais parce que quand on dit les commerces se ferment, c'est ce qui est visible, mais les commerces y partent, mais les habitants ils sont partis aussi. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas immédiatement, c'est-à-dire que nous aussi il faut qu'on se mette dans un temps long, quoi. C'est-à-dire demander une politique ambitieuse sur un temps long, et pour refaire venir des gens, il faut tout ce qu'on a évoqué, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Une des choses qu'on peut mettre en avant aussi, puisqu'on parlait de justement les outils qu'on peut utiliser, il y a la loi de réquisition des logements vides qu'on peut faire appliquer. Il y a des tas de logements qui sont vides à Perpignan, qui appartenaient à des collectivités, à la mairie ou autre. C'est une bataille à mener, ça, pour le faire appliquer. Et il y a aussi la question du logement social. La loi exige 20% de logements sociaux par commune. À Perpignan, on en est à, je crois, entre 15 et 18%, quelque chose comme ça. Et vu le taux de pauvreté de cette ville, il faudrait même aller jusqu'à 30%, je pense. 30% de logements sociaux. Pour ce qui est du logement classique, entre guillemets, il y a une loi qui s'est appliquée jusque dans les années 70 ou 80, je crois, qui est le blocage des prix. Aussi, blocage du prix des loyers, parce que c'est pas normal quand on touche 400 ou 500 euros par mois de devoir débourser un tiers de ce qu'on gagne pour pouvoir juste avoir un toit au-dessus de la tête. Et Perpignan, c'est quand même 30% des habitants qui sont sous le seuil de pauvreté et 50% qui sont en dessous du SMIC. Donc ça donne une idée de la situation. Et puis ensuite, sur les transports, on peut avancer aussi l'idée de la gratuité des transports, comme ça s'est fait dans pas mal de villes, et qui a contribué notamment à désengorger le centre-ville des voitures. Et pour ce qui est de l'écologie aussi, ça a eu un impact très positif. Donc voilà
des choses que l'on peut mettre en avant dans le cadre par rapport à la mairie ou même d'une manière plus large. Moi, c'est pas exactement le centre-ville, mais je suis dans un quartier où des travaux ont été effectués donc, dans la rue, réfection de trottoirs, réfection de canalisation, etc. J'avais pris la précaution, moi, sachant qu'on aurait ces travaux, de faire une lettre il y a déjà 4 ans à l'EDF pour qu'on enfouisse en même temps que, faisant des trous, on profite pour que le maximum de travaux soit fait dans cette table. Bon, j'ai eu un accusé de réception de la mairie, mais bon, rien n'a été fait. Je veux dire, bon, autre chose, vous parliez tout à l'heure du tri des ordures ménagères. Dans ma rue attenante, et j'étais content, on nous avait fait des conteneurs comme ça. Bon. Ils se sont aperçus, une fois le travail fait, que la benne de Veolia ne passait pas. Moralité, on a supprimé ces conteneurs et maintenant, de nouveau, on a remis des conteneurs mobiles. Voilà. Alors ça, c'est ça qui tue les gens, qui sape le moral aux gens. C'est aussi bête que ça. Hein. Et en plus, les impôts, oui. Une dernière intervention et puis une dernière coupure musicale. Non, juste la dernière, c'est pour dire que ça fait 1 an que j'habite là, et en 1 an, place des Poilus, donc de ce quartier-là, j'ai vu glisser combien 5 ou 6 commerces. On a un marché qui est revenu sur la place des Poilus, qui arrive avec un primeur, avec la Fidéoa, le samedi le dimanche, qui est là 5 jours sur 7, il n'existait plus les revenus. On a quand même une vraie vie de quartier qui revient. Des jeunes entrepreneurs qui ont ouvert des petits restaurants qui fonctionnent sur le local. Celui-ci ouvre mercredi. Pareil, un petit peu sur le local, le raisonné, un petit peu le bio. Et on sent quand même l'élan. On sent quelque chose, un lien social, des discussions beaucoup. On parle beaucoup du quartier. Cet élan des commerçants, c'est de faire revenir une vie, un marché, tout ça. Il y a quelque chose. Et je voulais le dire parce que ça émerge. Et donc il faut y aller maintenant, c'est sûr, parce que c'est là. Je regardais les personnes qui sont là à discuter. C'est pas les personnes que je vois forcément à majorité dans le quartier. Et donc on va pouvoir se faire saisir, on va pouvoir discuter. Mais il faut qu'on arrive à retisser un peu de lien social parce que c'est bien dommage. Il y a une partie de la population de ces quartiers qui ne soit pas du tout représentée. Donc ça, pour moi, c'est un travail. Et je reste là-dessus. Alors, peut-être on va arriver à entraîner tout le reste. C'est ça qui va être positif. Mais d'ores et déjà, pour vous répondre, effectivement, toute la population du quartier n'est pas là, certainement. On a fait l'effort quand même, Jean-Malik, place du Puitch, nous-mêmes ce matin, place Cassagne, d'essayer d'intéresser les habitants. On a recueilli un certain nombre de leurs avis. C'était pas facile, bien sûr, dans les endroits où les gens ont le moins l'habitude de s'exprimer, le moins envie aussi, où il y a un peu plus de méfiance par rapport à l'autre. C'est plus facile de recueillir autrement dit, c'est plus facile de recueillir des avis place de la République que place Cassagne, mais c'est pas moins intéressant. C'est pour ça qu'il faut et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est parce qu'on a envie quand même pas de faire un one-shot, voilà, on se réunit entre nous, on est content, même si c'est vraiment, je trouve que la teneur des débats, est juste le fait de se retrouver là et d'être dans la rue, et les gens peuvent venir, c'est déjà quelque chose. Voilà. Actuellement, la ville de Perpignan et surtout le centre-ville a 2 grands projets, l'un le NPNRU et l'autre le PSMV. Alors le NPNRU, c'est le nouveau plan national de rénovation urbaine, qui permet en fait qui concerne plusieurs quartiers Perpignan, mais prioritairement le centre ancien. Juste pour dire, c'est une enveloppe de 236 millions d'euros sur une dizaine d'années, à peu près. Et le PSMV, c'est le plan de sauvegarde donc, du secteur, c'est le règlement du secteur sauvegardé en centre ancien, qui fixe les conditions d'urbanisation. C'est Grésil, c'est le règlement du secteur sauvegardé fixe les conditions d'urbanisation en centre ancien. Sachant que par exemple Saint-Jacques, c'est un quartier dont les fondations datent du XIVe siècle. Donc on a une ville qui a
plus de 1000 ans d'histoire. Le début de la ville, c'est vers 900. Et ça s'étale, donc tout le centre ancien s'étale jusqu'au XXe siècle. Donc actuellement, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mairie, pour des raisons réglementaires et financières, a fait le NPNRU avant d'attaquer, notamment au sens militaire, le règlement du secteur sauvegardé. C'est-à-dire qu'on a décidé notamment on allait raser des îlots entiers, un endroit pour faire un parc agrémenté d'un parking souterrain. Ça, c'est rue des Carmes. C'est dans le document, c'est officiel. On décide ça au niveau de la politique de la ville, et ensuite, derrière, on fait une pseudo-concertation sur le plan de sauvegarde pour demander, alors ce que j'ai appris jeudi matin, c'est que les habitants et les associations de quartier sur l'îlot en question ont tous dit oui. Renseignements auprès des habitants en question, ils n'étaient pas au courant. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que c'est deux documents qui devraient être plus ou moins dissociés. Donc le plan de sauvegarde, c'est quand même comment on va faire vivre le bâti, quel type de bâti on veut, alors que le NPNRU doit intégrer du social, doit intégrer de l'économique. C'est lui qui va donner la politique qu'on veut avoir. Est-ce qu'on veut avoir une mixité en centre ancien ou pas, et comment avoir cette mixité. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est qu'on a une mairie qui considère qu'on a des bâtiments, avec une population qui pose problème. Il suffit de changer les bâtiments. La nouvelle université, qui est un projet qui a été fait à la va-vite. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le projet tel qu'il est fait aujourd'hui, donc le bâtiment qui est au bout de la rue, c'est un projet pour 500 étudiants à peu près. Et que aujourd'hui, ce qui est très clair, c'est que le projet doit passer à 1300 étudiants. Donc sans aucune forme de réflexion de où c'est qu'on va loger les étudiants en question, comment seront organisées les salles de cours, ainsi de suite. La Bourse du Travail doit devenir la bibliothèque universitaire de droit. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, les étudiants de droit, passé par la fac de droit, je connais un petit peu, je ne suis pas resté longtemps, mais, les étudiants passent beaucoup de temps à la bibliothèque universitaire, donc ils seront sur la place Rigaud, qui dans le cadre du NPNRU doit être revitalisé, donc il y a tout un chemin qui va du conservatoire à la place Rigaud, qui doit être revitalisé. Il y a eu plusieurs études là-dessus, il y a un travail qui a été fait là-dessus. Et dans le même temps, on nous dit qu'on va créer un parvis en rasant des bâtiments dont certains sont quand même d'un point de vue patrimonial intéressant. On va créer un parvis devant l'université pour faire vivre cette zone-là avec les étudiants à cet endroit-là. Donc on a une cohérence assez complexe à trouver entre le fait qu'à un endroit, on va mettre quelques millions d'euros, on a une zone prioritaire dans le cadre du NPNRU qui est la place Rigaud, qui est ici, où on voit les commerces, et on se dit que si on met 1300 étudiants ici, il y a un potentiel, un vrai potentiel, peut-être en travailler un peu, ainsi de suite. Et en même temps, la place, on va la créer ailleurs, en rasant des bâtiments. Il n'y a pas de justification, ce n'est pas des bâtiments insalubres, ce n'est pas des bâtiments qu'on ne peut pas rénover, ce ne sont pas des bâtiments qui risquent de s'effondrer à court terme. Et en sachant qu'en plus, a priori, les propriétaires ne sont même pas consultés. Quelques renseignements, les propriétaires ne sont pas au courant à part quelques-uns qui ont racheté en disant j'achète un bâtiment en ruine, il sera racheté par la maison, puis rasé, donc je vais faire un petit bénéfice. Parce qu'aujourd'hui, il y a un projet qui n'est pas très avancé, d'avoir un cheminement tout le long de la rue Rabelais, enfin à l'intérieur de tous les édifices religieux de la rue Rabelais, cheminement à l'intérieur des édifices, donc on ne sort même plus dans la rue, là où on rencontrerait les vrais habitants de Perpignan. Et ce cheminement, tout est fait pour être côté rue Rabelais. Et si vous allez dans les rues de l'autre côté, vous allez voir l'arrière quand vous allez à rue Rabelais, vous allez sur le parvis du couvent des Minimes, vous avez un très beau bâtiment. Quand vous allez sur la rue qui est derrière, c'est très moche. Parce que justement, les touristes ne sont pas censés aller dans les petites rues qui sont derrière le couvent des Minimes. Alors que ces rues, si on les entretenait, si on ramassait les déchets, avec de l'accompagnement social, avec une politique de réduction de déchets, de l'accompagnement social vers les habitants, parce que la réduction de déchets, ça ne se fait pas comme ça, la gestion de la rue, de la propreté, ça ne se fait pas comme ça prend du temps. Avec une vraie politique de remise en valeur des façades,
il y a un vrai potentiel. Donc quand l'ASPAR, on a rencontré la mairie et puis les urbanistes qui dirigent le projet, on a eu l'impression en fait de se retrouver dans les années 70 face au maire de Lyon par exemple ou de Limoges, je prends deux exemples, qui voulait raser des quartiers historiques parce qu'il les considérait comme insalubres et qu'il considérait qu'il y avait un problème social. Et donc c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on prend les choses à l'envers, on veut détruire les lieux pour résoudre un problème qu'on ne pourra pas résoudre. Et heureusement à Lyon, les gens se sont battus pour sauver le vieux Lyon, qui aujourd'hui est un des atouts de la ville. Et heureusement à Limoges, les gens se sont battus pour sauver une partie de l'ancien quartier médiéval de la Boucherie. Et aujourd'hui, lorsque vous allez à Limoges, la seule ville, une des rares rues que vous visitez et qui est une rue touristique, c'est la rue de la Boucherie. Et la rue de la Boucherie, il y a 40 ans, c'était le quartier Saint-Jacques. C'était insalubre, c'était très pauvre, et la ville voulait tout simplement raser le lieu. Voilà, c'était juste pour prendre un peu de recul historique et pour dire qu'on peut avoir une approche plus moderne des choses. Il est nécessaire de rénover, il faut restructurer les appartements, les aérer, mais ne pas tout détruire, on s'en mordra les doigts. Voilà, c'est tout. Un défi conducteur de la priorité des diverses interventions, il me semble que c'est notre ville, entre autres, peut-être ailleurs, mais puisqu'on parle de notre ville, souffre d'un manque de projets pensés sur le long terme et global sur l'ensemble des parties de la ville. Parce que cette ville et ses élus, jusqu'à maintenant, ont fonctionné sur des petits, ça a été dit tout à l'heure, sur des parties, sans penser à la globalité, sans penser à ce qu'il y avait autour, sans penser à ce que ça aurait comme influence sur le reste, etc. Et on a vu sur cette ville de nombreux projets qui ont été mis en place et sur lesquels on est revenu en arrière. Il y a par exemple la mise en circulation à sens unique qui avait été prévue à un moment donné, qui a été mise en place sur un boulevard et qu'ils sont revenus en arrière. Il y a eu tout un tas de choses comme ça. La place de Belgique qui devait être transformée d'une certaine manière, puis ils sont revenus parce que les citoyens sont intervenus. Et donc on a, et ça a été aussi souligné tout à l'heure, un manque total de concertation. Les élus qui sont dans cette ville depuis de nombreuses années, ceux qui se succèdent, et c'est la même famille politique, la même filiation depuis plus de 50 ans sur cette ville. La concertation, ils ne savent pas ce que c'est, ça a été dit plusieurs fois, c'est quand il y a leur concertation, c'est on présente un projet, éventuellement il y a quelques critiques ou quelques idées, même pas des critiques, des idées qui pourraient s'intégrer dans le projet présenté, mais elles ne sont pas prises en compte. En fait, la réunion sert juste de présentation, mais les décisions sont déjà prises et les choses s'enclenchent immédiatement. Il y a eu la destruction du presbytère récemment aussi. Voilà, donc il y a plein d'exemples sur cette ville. Donc on a besoin, et on s'attaque à quelque chose, enfin, au niveau du collectif citoyen et solidaire, ça fait partie des objectifs qu'on a, justement, on commence petit, modeste, mais on a la volonté de travailler et d'avancer, même s'il n'y a pas les habitants des quartiers, de la ville, etc. Mais il faut bien qu'on commence à quelques-uns, ou ceux qui sont les plus conscients, ou ceux qui ont le plus envie. C'est donc qu'il faut qu'on travaille sur de la globalité, sur l'ensemble du territoire, et en y mettant beaucoup de démocratie, de participation des citoyens, mais une vraie participation, c'est-à-dire prendre en compte dans la construction des projets, de la vie des gens, au démarrage, des professionnels bien évidemment, etc. Mais de tout ça. Secteur sauvegardé qui a été adopté en 2007 conjointement par l'État et par la ville, et qui fait force de loi. Or, ce qui a d'ailleurs contribué à la relance d'abord d'un collectif pour la sauvegarde du centre ancien de Perpignan, mais également à la relance de l'ASPAR, donc une vieille association de sauvegarde du patrimoine qui a été créée en 1963 et qui a été mise en sommeil pendant 15 ans et qui a repris du service parce que depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, un certain nombre, une vingtaine d'immeubles qui étaient classés en catégorie 5 bis de plan de sauvegarde. Catégorie 5 bis, ça veut dire que c'est des édifices qui n'auraient pas dû être, qui auraient dû être conservés et qui ont été détruits par décision de la ville sur des bases, pour des raisons que l'on ignore, parce que probablement qu'on a décidé
que le maire a pris un arrêté de police, un arrêté de péril, comme ça a été le cas pour le presbytère, qui n'était absolument pas en péril. Et donc, il y a une vingtaine d'immeubles qui ont été démolis, contrevenant avec la loi. D'ailleurs, il y a des recours qui sont en cours actuellement par rapport à ces destructions. Et donc, on a interpellé la ville, on a lancé une pétition qui a recueilli 2000 signatures, dont parmi les plus grands historiens médiévistes de France et d'Europe. Pétition qu'on a adressée au maire, et pour l'instant il ne nous a pas répondu. On a également écrit au maire concernant le réaménagement ou l'aménagement de l'université en centre-ville, qui concerne notamment l'ancienne église des Dames de Saint-Sauveur, qui elle est classée en catégorie 5, donc c'est un édifice non seulement on ne doit pas le démolir, on doit conserver tout ce qui est à l'intérieur. Donc si vous passez devant, vous verrez que tout a été complètement détruit, en contradiction complète avec la loi. Alors peut-être qu'il y a eu des autorisations qui ont été données par les services de l'État, c'est possible, mais à ce jour, nous n'avons pas eu de réponse. Donc c'est ce qui nous a sollicité à intervenir pour demander un moratoire sur les démolitions. Donc actuellement, il n'y a plus de démolition en cours sur la ville. Et également, conjointement, il y a donc une décision de réviser ce plan de sauvegarde. Cette décision a été prise en 2014 pour des raisons qui nous semblent assez étranges, mais il semble en fait que la volonté était de configurer le plan de sauvegarde avec les projets de rénovation urbaine, le fameux NPNRU. Parce que si effectivement, donc on a réussi, suite à un certain nombre de concertations avec l'équipe qui est en charge de cette révision, on a réussi, je pense, à modifier un peu les orientations. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de démolition, mais plutôt de conservation et de réaménagement à l'intérieur des édifices, quitte à les modifier sensiblement. Mais il y a quand même un certain nombre de démolitions qui sont prévues, qui sont envisagées dans le projet du plan de sauvegarde. Notamment, il a été question de l'esplanade en face de l'ancienne université, qui est absolument une aberration, les aménagements sur l'îlot Carola, les projets complètement délirants de démolition de 4 immeubles rue des Augustins qui sont tout à fait en bon état et qui sont d'ailleurs classés en 5 bis dans le plan de sauvegarde. Tout ça pour faire une ouverture sur le nouveau Rigaud. Le nouveau Rigaud, c'est la coqueluche. Hein. On s'imagine que l'ouverture du nouveau Rigaud va attirer des dizaines de milliers de touristes qui seront déposés au pied du musée Rigaud par des tours opérateurs et qui repartiront sans avoir visité la ville. En gros, c'est ça ce qu'on nous propose. On parle beaucoup d'architecture. Pensez qu'il y a des gens qui habitent et qu'il faut quand même aussi penser aux habitants et que l'état sanitaire des habitants est dans le même état que le patrimoine. Nous vous remercions de cette participation. Nous estimons qu'aujourd'hui, cet après-midi, vous voyez, nous sommes dans une période électorale. Dimanche dernier, on a voté pour des députés, c'est-à-dire pour ceux qui vont faire la loi. Il y avait plus de 50% d'abstention. Eh bien, nous pensons que la politique doit être faite par en bas. Et c'est ce que nous avons fait cet après-midi. Nous avons fait de la politique, en fait, mais de la vraie, au sens noble du terme, avec les citoyens, démocratiquement. Et c'est dans cet esprit-là que l'on voudrait développer, nous, notre collectif citoyennes et citoyens solidaires. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans ce collectif. Merci à tous. Le problème, c'est pas parce qu'on va